Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Déjà, bonjour Aurel. Hein. Bonjour à toi, Vic et Aristide. Merci de m'accueillir. Ouais, on espère que tu es content d'être là. Je suis hyper content parce que je vous avoue que c'est la première fois que j'enregistre dans une radio. Ok. C'est top. Bienvenue. Première expérience. Ouais, top. En tout cas, en effet, cher Aristide, c'est un plaisir pour moi de co-animer cette chronique et j'espère qu'elle va servir de guide à nos chers étudiants. 3 étudiants sur 10 estiment ne pas avoir assez d'argent pour couvrir leurs besoins mensuels. Et 26% éprouvent des fins du mois difficiles, voire très difficiles. Alors, je ne le sors pas de ma petite tête. C'est une récente étude de l'Observatoire de la vie étudiante, OVE, relayée par l'étudiant qui montre à quel point la précarité touche durement certains profils. C'est un peu le sujet du jour. Donc, on va se baser sur ça. Je sais que nous trois, avec nos profils différents, avec nos parcours, chacun son histoire un peu en France, nous avons pu vivre la précarité. Voilà, on l'a un jour vécu, à un moment donné, une difficulté de payer les factures, le loyer. On a déjà vécu ça, on connaît à quel point ça fait mal. Donc, déjà, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de casser un peu le mythe. Parce que en France, quand on est étudiant, beaucoup de nos frères, de nos amis restés au pays, au Congo, au Burundi, au Rwanda, peu importe, ils se disent que ici on est heureux. Bref, on est heureux. Voilà, on est heureux. Mais qu'il y a de l'argent, qu'on vit bien, mais non, il y a de la précarité. C'est une réalité. Il y a de la précarité. À ça, quand on rajoute le fait d'avoir des complications au niveau administratif, le fait de ne pas trouver un travail rapidement ou le titre de séjour qui expire, voilà. C'est un peu ça. Donc, très heureux aujourd'hui. On a Aurel avec nous. Donc, c'est Aurel qui va répondre à nos questions. Donc, on va en savoir un peu plus sur lui. Donc, je laisse Aristide nous guider dans cette partie intéressante de la chronique. Merci, Jivik, pour cette brève présentation faite sur le sujet. Ouais. Et là, donc, je souhaite encore une fois la bienvenue à M. Horry. Juste sans trop tarder, est-ce que tu peux te présenter à nous, à nos auditeurs, et nous raconter tes premières impressions à ton arrivée en France? Déjà, je m'appelle Ndikoumana Aurel. Et là, c'est ma 4e année. Je suis étudiant Donc, tu es arrivé en France en 2021. 2021, ouais. C'était au mois d'août. Je me rappelle même de la date, c'était le 11 août. Très précis. Parce que c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Hein. Ouais. Je suis étudiant en L3, en administration économique et sociale. Ouais. Comment dire? En vrai, si je me présentais, je dirais que moi aussi, je ne me connais pas. Parce que chaque année, moi aussi, je me surprends. Il y a des aspects de moi que je découvre à chaque moment. Et pour l'instant, je veux dire que je suis passionné de l'événementiel. J'aime trop organiser des événements, quel que soit le type d'événement. Que ce soit des formations, concerts, shows. Ça me passionne. Vraiment, c'est un truc pour vous dire à quel point je suis tellement passionné. Je ne peux pas aller dans d'autres événements. D'accord. Pas parce que j'aime pas, parce que je vais pêcher. Je vais envier les gens qui travaillent là-bas. D'accord, ok. Je vais pas. Ok. Mais tu sais, franchement, ça serait intéressant que Aurel nous parle aussi de d'où il vient déjà, d'où il vient. Exactement. Et franchement, je pense que ça sera aussi un aspect intéressant de ta vie qu'on pourra découvrir. Ouais, peut-être avant d'arriver en France. Effectivement, ta vie avant d'arriver en France. Avant d'arriver en France. Mon enfance. J'étais comme tout gamin, comme tout adolescent. Je viens du Burundi. C'est un pays de l'Afrique de l'Est. Ma famille est à Bujumbura, c'est la capitale. On va dire qu'on habite dans un quartier parmi les quartiers UP. Mais ça ne veut pas dire que chez nous, on est parmi les familles les plus riches, tu vois. Ok. J'ai un frère, un grand frère, et 2 petites sœurs. Mon père est mort. Il reste que ma mère. Comment dire, j'étais un élève comme les autres.
Je dirais pas que j'aimais sortir, parce que ma mère va le découvrir. T'inquiète, Je vivais seulement. il va rien avoir. J'étais là, je faisais mes études et tout. J'étais un gars un peu calme. En vrai, j'ai pas fait beaucoup de bêtises pour dire que... T'étais un bon enfant, un bon élève. Voilà. Pour dire qu'à l'école, tu dirais que genre, cet enfant, on le connaît, tu vois. J'étais là. Et en février, genre, je travaillais aussi dans l'événementiel. J'ai commencé à travailler dans l'événementiel. Genre, j'ai terminé mon secondaire, c'était un vendredi. J'ai commencé à travailler un samedi. Ah ouais? Ah, d'accord. Et je me souviens même, genre, le jour où, tu sais, genre, normalement, on fait une fête parce qu'on a terminé le bac, tu vois. Tu étais pressé de finir tes études, est-ce que j'entends? Parce que, genre, j'ai décroché ce contrat, même avant que je termine mes études. La condition était que, genre, tu dois terminer d'abord les études. Et j'ai commencé à travailler dans ça, mais c'est juste de façon vraiment amateurisme, genre de l'amateurisme vraiment. Et après, genre, j'ai fait les démarches pour venir étudier en France. Et je vous l'avoue que, on va être honnête, hein, j'étais pas chaud. Ah ouais? Quand on me disait, genre, tu vas aller étudier à l'étranger, la France, c'était pas le premier auquel je pense, le premier pays auquel je pensais, tu vois. Ok, tu pensais à quoi? C'était quoi le pays quand qui te même, faisait... States, Canada. Ah, ok, je vois. Parce que c'est la plupart des pays qu'on voit qui nous attirent vraiment que... Mais en même temps, en fait, certains étudiants, en fait, disent aussi que le fait, par exemple, qu'ils viennent de pays francophones, que c'est un peu pratique de poursuivre leurs études dans des pays francophones. Donc, du coup, toi, tu es un peu différent aussi sur le point de vue par rapport aux autres. C'est vrai, parce que c'est plus facile niveau langue, tu vois. Mais moi, je me dis, genre, avec la formation qu'on avait eue, ça allait pas être difficile de s'adapter en anglais, tu vois. Même, je crois en fait, il y a ce truc, l'anglais dégage, qu'on a toujours envie de parler. Je crois que la plupart des gens, maintenant, ils apprennent, même à l'école, même, genre, à côté, parce qu'il y a un truc sexy dans l'anglais, vraiment. Ouais. Ouais. Pourtant, les anglophones, ils trouvent le truc sexy en français. Je l'ai déjà entendu aussi. Ouais. Voilà. Et c'est là où, genre, j'ai fait mes démarches comme tout le monde. La première année, j'ai pas réussi. C'est même une personne qui m'avait aidé à faire ça. La deuxième année, je l'ai fait moi-même sur mon téléphone portable. Ouais. Pour vous dire à quel point, et aussi pour dire à tous les étudiants qui sont en Afrique ou au Burundi que c'est facile, vraiment. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Ouais. Et on m'a répondu, genre, j'ai eu 2 refus. Et c'est Rennes qui m'a accepté. D'accord. Et... Bienvenue à Rennes. Mais c'est Campus France. Hein. Ouais, Campus France. Mais tu sais qu'à l'époque, en tout cas, moi, je fais partie de la dernière génération qui ont bénéficié de 15 universités. Parce que toi, tu as postulé à 7 universités. Non, c'était 3. En fait, c'était 3 maintenant? Je crois que ça change tous les ans. Ça change. Après, ça dépend. En fait, moi, c'était 15. Ça dépend. Toi, tu es venu en licence. Non, moi, je suis venu en master. Effectivement, je pense en licence, c'est 3 normalement. Si je me trompe pas. Oui, non. Licence, c'est récemment, si je ne me trompe pas, j'ai découvert qu'en L3, c'est 3 choix. En L2, ça peut monter jusqu'à 7. En vrai, je ne sais pas comment... Ouais. Mais même seulement en master, tu sais, en 2017, moi, c'était 15. Et 14 ont refusé, seul Rennes a accepté. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville. Et l'année qui a suivi, pour tous mes amis qui étaient restés aussi en master, c'était 7. Et du coup, j'ai dit, les pauvres. Ok. Comme quoi, ça change au fait selon les années, quoi. Ouais. Mais du coup, Aristide, toi, pareil pour les impressions en France, c'était quoi tes premières impressions en France quand t'es arrivé? Alors, moi, quand je suis arrivé, c'était... comment dirais-je? Enfin, déjà c'était... Enfin, c'est un arrachement parce que on quitte sa famille. Ouais. On quitte sa famille et puis... on quitte sa famille et donc, du coup, on ressent quand même ce vide. Ouais. Le fait de partir loin de chez soi, loin de sa famille. Ouais. Donc, c'est pas facile. Il y a cet arrachement-là. Il y a cet arrachement, et puis ça, je pense que tout le monde le ressent. Et quand on arrive, effectivement, on sent que vraiment on est loin de chez soi, en fait. Mais j'avoue, le premier jour, effectivement, tu te découvres. Hein. Ouais. Tu sais pas où tu es, mais tu te découvres. Et puis voilà, donc heureusement qu'au fur et à mesure du temps, hein, on retrouve des gens qui nous guident, même si c'est pas facile, mais bon, je pense que ça
ça doit être la même chose que Ori a ressenti. Ouais. La sensation du vide. Les premiers jours, c'est trop excitant parce que genre, tu découvres beaucoup de choses que tu connais pas. Ouais. Tu vois beaucoup de gens que tu voyais sur la télé. Ouais. Tu les vois alors, dans la vraie vie. Mais en vrai, moi, j'ai eu la chance parce que je suis arrivé chez mon oncle maternel. Déjà, c'était une famille. Ça me permettait de m'adapter à des trucs. Donc, ça veut dire que j'étais pas seul, quoi. Mais c'était pour un mois seulement. Quand je suis arrivé ici à Rennes et que j'étais obligé de vivre seul. Ouais. Là, ça change. Ah ouais, là, ça change. Ouais. Et vivre en colocation, c'était autre chose. Hein. Ça change. Mais tu sais, moi, je sais pas si vous avez vécu la même chose. Moi, avant de venir en France, je rêvais de... En fait, moi, en France, je voulais voir 2 trucs. Je voulais voir la Tour Eiffel. J'en rêvais. J'avais même une Tour Eiffel en miniature dans ma chambre en Tunisie, parce que moi, avant la France, j'étais en Tunisie. J'avais une Tour Eiffel en miniature au chevet du lit. Et 2, c'était la Vénus de Milo. C'est une petite... bref, c'est une œuvre d'art qui se trouve au musée du Louvre. Donc j'en rêvais parce que Youssoupha en avait parlé. Bon, ça c'est une autre histoire. Ouais. Youssoupha en avait beaucoup parlé dans ses titres, notamment Espérance de vie. Il parle de Vénus de Milo. Et moi je me disais, j'aimerais voir la Vénus de Milo. Mais voilà, Tour Eiffel, j'y pensais. Je me dis, je veux voir la Tour Eiffel. Quand je suis arrivé en France... donc j'arrive à l'aéroport, tac, je descends à Paris, il y a ma sœur qui m'accueille et tout. Et il me dit, mais j'ai vu que tu vas te reposer un peu. Je dis, jamais de la vie je me repose. Moi, je veux voir la Tour Eiffel aujourd'hui. Je veux... quoi? J'y ai pensé toute ma vie, la Tour Eiffel. Ah, donc tu es arrivé à Paris, donc? Je suis arrivé à Paris. D'accord, ok. Et le même, au même genre... 1 heure après, il y a mes 2 amis qui viennent, Tamio et Roger, ils viennent, ils me prennent, ils m'amènent à la Tour Eiffel. Mais par contre, c'est exactement ce que je voulais dire. J'arrive devant la Tour Eiffel, je ne ressens rien. Non, mais vraiment, je me rappelle de cette sensation-là, de je ne ressens rien. En fait, j'arrive, je me dis, ah, c'est ça. Ah ouais. C'est fini. Ouais, en fait, c'est... Ouais, franchement... C'est un moment-là que t'as toujours eu... j'ai toujours eu la Tour Eiffel. Pourtant, avec tout le respect, toute l'admiration que j'ai pour cette dame de fer, mais j'arrive, je ne ressens rien. Voilà, c'était un peu ma petite déception au début et tout, mais après je suis remonté à Paris 1 an après ou 6 mois après, je sais plus. Donc là j'ai pris toutes les photos devant la Tour Eiffel, mais sur le moment non, j'ai rien ressenti. Je me suis dit ah ouais, c'est que ça quoi. Bah voilà, c'est parce que tu l'as vu un peu si vite. Ouais, c'est parce que ça. Moi j'ai attendu presque 1 année. Ah, pour voir la Tour Eiffel. Pour voir la Tour Eiffel. Non, mais attends, toi t'es pas arrivé, t'es quand même arrivé en France. Oui, mais je suis venu directement à Rennes. Ouais. Ah. Donc. Ah non, moi j'ai insisté. Moi j'avais une autre pression, donc voilà, j'ai mis quand même du temps pour découvrir la Tour Eiffel. Ah ouais, ok. Mais attends, c'était quoi cette pression Enfin, ça veut dire que moi je pensais déjà, je me disais, il faut que j'arrive d'abord, normalement, à destination. Ouais. Et donc, je pense que le fait aussi que, certes, on arrive en région. On doit d'abord faire face à des réalités, à des difficultés un peu que tout le monde peut connaître. Il y a une autre anecdote qui m'est arrivée. Je me rappelle le premier jour où j'ai pris le métro. Il y a une personne qui m'avait donné le ticket de métro là. Il m'avait dit quand tu vas arriver, tu vas badger et tu vas rentrer dans le métro. À Rennes? Oui, à Rennes. Oui. Et tu vas aller juste... Quelqu'un que tu connais pas? C'est une personne que je connais. D'accord. Et tu vas aller jusqu'à l'université. Et moi je me suis dit, ok, tu vois, à force de regarder des films, à force d'entendre comment on parle de l'Europe, moi je suis arrivé, j'ai badgé, je suis rentré, je me suis dit, ça peut pas être facile comme ça. Ouais. C'était le fameux ticket, d'un seul passage. Non, mais tu sais, Rennes, ça a beaucoup changé. Hein. Avant, ça n'existe plus ce truc-là. Ah ouais. Depuis qu'ils ont mis les portiques. Avant, il n'y avait pas des portiques à Rennes. Moi, quand je suis arrivé, bien sûr qu'on te filait, on te donnait des tickets d'1 heure. Quelqu'un sortait du métro, il te filait. Ça existait, mais avant que ça n'en finisse, comme c'est pas nominatif, effectivement, c'était facile que. C'était ça. C'était ça. D'accord. Et du coup, alors, tu arrives, tu t'installes, tu commences tes études. Quelles sont les difficultés Quelles ont été les difficultés les plus marquantes liées à ton statut d'étudiant, en fait? En vrai de vrai, moi, ma première semestre, c'était facile. Hein. Ah ouais? Dans le sens où ce que j'apprenais, c'est comme si je l'avais déjà... Moi, je ne vous ai pas dit, mais au lycée, j'ai fait un cursus économique.
Et du coup, quand je suis arrivé, c'est presque pareil. La plupart du temps, c'est vraiment presque pareil, sauf les trucs là de dissertation. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, ma première semestre, c'était vraiment facile parce que j'avais eu la chance d'avoir une personne, et je le remercie, qui m'a aidé. Il m'a dit genre, essaie de bosser à l'université. Je vais essayer genre de t'aider pendant 2, 3, 4 mois. Mais en même temps, trouver un boulot, mais pas vraiment aller chercher un boulot direct pour switcher avec les études. Quand cette période est passée, que j'ai trouvé mon premier boulot et qu'il fallait que je travaille en même temps de bosser genre à l'université, ah là, c'est parti. Oui. En vrai, on n'avait plus le temps d'aller... En fait, il fallait sacrifier un truc. Ouais. Soit tu vas partout, tu vas pas dormir, soit il faut sacrifier un truc et trouver le temps pour dormir. Et là, c'est là où ça commence à être un peu compliqué parce que des fois, tu te rattrapes plus en cours. Et le problème, c'est que tu peux pas arrêter de travailler parce qu'il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu manges. Il faut que le problème avec les étudiants, c'est la plupart des heures, genre, tu peux pas rester à la maison, tu peux pas, genre, parce que ça vient avec ses lots. Tu es obligé de sortir pour te sentir vivant. Et on est d'accord que pour sortir... il faut de l'argent. Du coup, c'est... En vrai, genre, c'est les premiers trucs qui m'ont un peu... En fait, la première année, je l'ai eu facile parce que à cause du premier semestre. Mais, en vrai, si j'avais fait toute l'année comme ça, genre que j'aurais pas passé. Ça, c'est sûr. Parce que, aussi, genre, il faut l'admettre, là où on venait, on ne travaillait pas. On était là. Ouais, mais ce qu'il dit, c'est très... Msa t'a dit Thierry dit la même chose. C'est qu'on vient de nos pays où on bosse pas. On bosse pas, on est à la maison, on fait même pas des petits boulots. D'accord, ok. Et du coup, quand t'arrives... c'est une autre réalité. C'est une autre réalité, il faut se bouger, quoi. Mais effectivement, c'est par rapport à ça effectivement que je t'ai posé la question. En fait, le fait que tu sois un étudiant étranger, est-ce que tu t'es senti un peu différent, je veux dire, parce que tu devais faire quelque chose de plus par rapport à un étudiant, disons, national qui est ici, mais à qui, par exemple, on ne lui demande pas d'aller renouveler son titre de séjour, où tu dois normalement justifier, par exemple, tes notes pour que ton titre de séjour soit renouvelé. Est-ce que tu t'es senti un peu différent ou Ouais, en vrai, genre, heureusement que... Moi, je dis toujours heureusement que moi, j'ai réussi à aller voir des gens qui étaient plus grands que moi. Parce que je sais qu'il y a la plupart des gens qui ne le font pas. Et là, c'est la galère. Mais moi, je me rappelle, les premiers jours, c'était là. Déjà, avec nos codes vestimentaires quand on en arrive... C'est nous-mêmes. T'es vite repérable. On se distingue parmi tous les autres étudiants. Ça, on nous le dit. Après, je sais pas, dans ta communauté, peut-être tu le ressens comme ça. Est-ce que j'ai vu que, par exemple, toi, tu parviens à reconnaître des gens ressortissants de ton pays, par exemple, aussi facilement? J'arrive à reconnaître les Congolais rapidement. Je sais que là, c'est le crâne d'un Congolais. Coucou les Congolais. Ah, j'arrive à les reconnaître direct, les Congolais. Genre, je me rappelle, même en cours, tu vois, en fait, ils te disent, ok, déjà, étudiant étranger, ça veut dire que tu comprends pas ce qu'ils disent, tu vois. Même si on capte tout, et beaucoup plus même avec le prof. Moi, je me rappelle, il y avait des travaux en groupe. On arrivait à faire nos travaux en groupe ensemble, tu vois. Et on proposait nos idées, genre, avec d'autres camarades. Et... Arrivé le moment d'exposer, la personne qui va devant, tu le sentais vraiment qu'il a éliminé toutes tes idées. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici, moi? Frère, franchement, j'ai envie de citer le nom de la personne. Il est aussi de votre pays. Bon, il va reconnaître. J'ai étudié avec lui. Mon ami burundais, j'ai étudié avec toi. Et il a connu le même problème. Quand je suis arrivé à Rennes 2, je l'ai trouvé lui. Et au fait, il faisait partie d'un groupe de travail. Et c'est très risqué cette anecdote. En fait, il faisait partie d'un groupe de travail. C'est juste qu'à la fin, il est passé devant avec ses collègues, son groupe. Il est passé devant et on a tous vu que tout le monde l'a mis de côté pendant qu'il a bossé et tout et tout. Bon,
Plus tard, je vais en parler. C'est une anecdote un peu risquée, mais ouais, c'est. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il s'est senti mis de côté par ses collègues, tout ça. Et ouais, c'est possible, ça. C'est même pas qu'avec les camarades, Ouais. même avec les profs, tu vois. Ouais. En fait, c'est là où c'est un truc qu'on réalise un peu plus tard, parce que la première année, on n'a pas le temps de réaliser ça. Mais en vrai, même les profs, ils ne nous traitent pas de la même façon. Parce que moi, je me rappelais des fois où il y a un examen, c'était un examen où on demandait des trucs un peu complémentaires, c'était en macroéconomie. C'était en microéconomie. Et des trucs complémentaires, tu vois, genre, de là où on vient, tu vois. Ouais. Le monde est grand, on est d'accord. Tu dis genre des trucs complémentaires, toi, tu dis genre le thé et le sucre. Ouais. Parce que t'as grandi comme ça. Ouais. Tu peux pas boire un thé sans sucre. Ouais. Et ici, ça se fait pas. Ouais. Tu vois. Et là, le prof te donne un bon 0. Ouais, parce que t'as essayé d'apporter ta réalité à toi. Là. Ouais. Il faut toujours aller, moi je le conseille toujours aux gens, aller argumenter. Oui. Que, genre, ouais, c'est ça. Si toi tu le comprends pas, moi je peux t'expliquer, je peux même te donner des articles pour lire, mais ça c'est vrai. Au moins ça peut aider. Ok. Ah, c'est une bonne astuce. Hein. C'est ça. Je sais que ça va servir pas mal de gens. Et alors, on rentre effectivement dans le sujet même, du jour. Voilà. Donc, as-tu déjà vécu des situations de précarité, que ce soit financière ou sociale? Si oui, peux-tu nous en partager? Peux-tu nous partager une expérience, en fait, vécue? De précarité, de galère. Précarité financière? Oui. Ou sociale. Ou sociale. Ça c'est tous les jours. Hein. Ouais. Donc, pour dire que c'est une réalité, en fait. Donc, c'est pas un tabou. Social, par social, est-ce que vous pourriez bien m'expliquer? Social, alors, peut-être avec Ziak, avec mon anecdote, donc tu pourras comprendre. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive en France en 2017, j'arrive, précarité sociale. Voilà, j'arrive. Il faut savoir que moi, je suis Congolais qui a vécu en Tunisie. Donc, c'est-à-dire que j'ai grandi avec de la chaleur humaine. Donc, il n'y avait que ça et tout. Et quand j'arrive en France, je suis au Crous. Voilà, j'ai une chambre Crous. Oh, la déprime. L'isolement, la déprime. Tu sais, quand tu passes je peux aller chez le voisin, je peux demander du sel au voisin, manger. En fait, quand tu passes de ça à t'es seul dans ta chambre à 9 mètres carrés, tu connais, tu connais personne. Ton voisin. Effectivement. Donc, et surtout, je m'en souviendrai toujours, mon professeur à Rennes 2, le professeur de communication interculturelle. J'ai oublié le nom, mais le nom du cours, c'est ça. Communication interculturelle, qui nous disait, ah ouais, mais les nouveaux venus, n'hésitez pas à aller discuter avec les autres parce qu'on avait la cuisine commune, en cuisine commune et tout. Moi je dis ok, je vais faire ça. J'arrive à la cuisine commune, il y avait des gens qui préparaient des œufs et tout ça. J'arrive, je dis bonjour, personne me calcule, je dis aïe. Ça c'est chaud, tu vois. Donc ça c'est un peu ça. Et comment j'ai pu m'en sortir un peu de cette précarité sociale, parce que j'étais arrivé à un point où je voulais voir du monde, je voulais discuter avec des gens, je voulais juste être là avec du monde. Et il n'y avait pas ça. Et être en contact avec des gens, c'est tout, discuter. Pas juste salut, bonjour. Non, je voulais être avec des gens avec qui je vais aller suivre le foot, on va se poser, j'en sais rien, tu vois. Et j'étais vraiment seul. Et c'est à partir de là que j'ai comme un enfant triste, je suis allé sur Google, j'ai tapé association à Rennes, et c'est là que j'ai découvert des Mozamo, des MZ. C'est comme ça. J'ai vu ça, et je me suis renseigné auprès d'un ami, Martin Moutoni. Donc j'ai dit, tu connais l'association des Mozamo? Il me dit, je connais, d'ailleurs j'ai des amis. Et donc c'est là, et quand j'ai trouvé l'asso, j'étais heureux. J'étais heureux, je pouvais croiser du monde toutes les semaines, parce qu'on avait 2 rencontres la semaine, lundi et vendredi. C'était trop bien. En gros, c'est-à-dire, je pouvais aller à la fac, je galère, je suis seul et tout, mais voilà, à l'assaut, on va se croiser, on va rigoler pendant 2 heures, 3 heures. Donc, c'est un peu ça, voilà. Ma précarité sociale à moi, voilà, c'est ça. Donc, du coup, t'as ressenti un choc culturel. Enfin, tu t'es senti un peu à la marge, pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que c'est, tu vois, c'est la culture, donc c'est le choc culturel, en fait. Je sais pas. Si je vois. Je vais commencer par la précarité sociale.
Après, on va finir sur la précarité financière parce que ça serait un autre truc. Moi, je me rappelle, je suis arrivé en 2020. Je dis que c'était en 2021. C'était en période post-Covid. Ouais, post-Covid. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est la période où on était obligé de faire des vaccins et tout. Oui. Moi, enfin, Et à rester chez nous en même temps. Ouais. Non. Quand je suis arrivé, après le tout monde confinement. sortait maintenant. Ouais. Ah, après le confinement, 2021, pardon. Je pensais que tu étais arrivé dans le confinement. Heureusement, Autant pour moi. Sinon, ça allait être chaud. Ouais. Ouais. Je sais pas comment vous avez tenu. Ah, c'était incroyable. Mais ouais, vas-y. Mais après Il y a des anecdotes qu'on ne parle Ouais. Après, moi, je me rappelle, le premier jour quand je suis arrivé, je vous ai dit que je suis toujours je suis un grand passionné de l'événementiel. Je me rappelle, moi, je me suis dit, ok, je viens dans un nouveau pays, je connais personne. Et normalement, quand tu es un étudiant étranger, que tu viens étudier ici, on te dit, genre, va là-bas, sois sérieux, deviens quelqu'un, pour que tu sois quelqu'un pour les autres. Ouais. Un exemple. Après, moi, je me rappelle, je me dis, ok, donc c'est ça, je vais tout arrêter, tu vois. Genre, j'arrivais plus à sortir. Pour vous dire, moi, je viens d'un pays où on aime boire. Là, ça, c'est la vérité. bière. Ouais. Oh là, Du coup, ok. je viens d'un pays où les vendredis, Tout le monde sort. tout le monde sort. Ouais. J'ai l'habitude d'être toujours avec des amis. J'arrive, j'ai personne avec qui parler. Ouais. Et moi, je me disais, ok, donc je vais boire seul. Ok. Du coup, j'achetais mon pack, Ouais. je la mets dans ma chambre et je buvais. tu vois. Mais le problème avec ça, c'est que quand tu bois seul, Ouais. tu commences à te rappeler ta vie. Ouais. Et genre, c'est la vérité, vraiment. Ça terminait toujours en pleurs. Ah ouais. Parce que je dis, putain, mais qu'est-ce que je fais ici, toi? Un jour, ouais. il y a un mon coloc m'a dit, a toqué sur ma porte, il m'a dit, on s'est parlé à la cuisine, il m'a dit, ok, j'ai entendu dire que t'aimes l'événementiel, tu vois. Il y a un festival qu'on organise, c'est à Charles de Gaulle, Ok. et on a besoin des bénévoles. C'était une semaine après, tu vois. Ouais. Et on a besoin des bénévoles. Moi, je me suis dit, ah, ok, ça, c'est le signe. C'est le signe que je voulais, tu vois. Je suis allé, on m'a dit, oh, alors, tu vas pas participer au festival, même si tu es bénévole, parce que tu n'as pas le pass sanitaire et tout. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Moi, je viens, je vous aide et je pars. Ouais. Moi, ce que je cherchais, je l'ai eu, tu vois. Ouais. Mais après, je suis rentré et tout et tout. Et c'est là où, même si, tu vois, j'ai gagné ma première bataille. De savoir, ok, je vais continuer dans ça. Et peu importe ce qui arrive, je vais continuer. Mais après, ce qui suit, c'est le plus dur. Parce que on n'est pas préparé. En vrai, il y a toujours cette période de dépression qui arrive, qui suit. Et je peux dire que chaque personne, chaque étudiant étranger l'a traversé. Mais on va le découvrir quand on la traverse. Quand on est en train de guérir. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, on s'en rend pas compte. Ouais. Parce que moi, je me rappelle que j'allais en cours, je me disais, qu'est-ce que je fais ici en classe, tu vois. Et à chaque fois, genre, t'essayais de discuter avec ton camarade, tu vois. En cours, ça passait. Ouais. Quand vous sortez, tu lui disais bonjour. Ouais. Ok. J'ai remarqué ça Tu aussi. dis, ok, mais comment est-ce qu'on va faire? Il faut savoir que nous aussi, on n'avait pas l'habitude de parler Ouais. français. Enfin, tout le temps. Tout le temps. À un moment donné, t'es fatigué, tu cherchais un vocabulaire, Ouais. ça revenait pas. Tu dis, genre, comment est-ce qu'on appelle? Même une voiture, genre, c'était dur. Parce que imagine, tu t'es réveillé à 6h du matin, tu t'es réveillé à 5h, 5h30, pour faire un premier boulot de 6h jusqu'à 8h. Après, tu vas en cours. Ouais. Si t'as la force. Ou bien, par exemple, moi, j'enchaînais de 6h jusqu'à 8h. Après, je faisais un autre travail jusqu'à midi. Et je me reposais pendant 10 minutes. Je sais qu'il y a un camarade, genre un collègue, je ne vais pas dire son nom, il me dit toujours, mais est-ce que tu arrives vraiment à dormir pendant 10 minutes? Genre, tu te fous de moi, tu vois. Moi, je me rappelle toujours... C'est une sieste réparatrice. Je me disais toujours l'anecdote que nos pères nous disaient parce qu'ils étaient militaires. Ils disaient, même dans 10 minutes, tu peux rêver. Ouais. Et te réveiller avant 10 minutes, être un nouveau mec. Mais franchement, je sais pas vous, mais vous savez, moi, je sais pas si c'est, mais j'ai pas connu ça, les jobs étudiants. Ah ouais? J'ai pas connu ça. Tu as de la chance. J'ai
pas connu les jobs étudiants, j'en ai pas fait et voilà. En fait, mais par contre, je vis un peu avec ce complexe-là. Je me dis, j'ai comme l'impression d'avoir pas vraiment bien vécu la vie étudiante. J'aurais dû vraiment faire ces tafs-là, me réveiller à 5, mais j'ai jamais fait ça. Je t'assure que tout le monde aimerait être comme toi. Ouais, j'ai jamais fait ça. Non, Mais après, il faut avouer que ça fait partie de notre vie. Donc, du coup, ça nous a appris pas mal de choses. Effectivement. Donc, il n'y a pas que vraiment ce côté. Mais, ah non, c'est important. Ouais, mais bon, après, je me dis que si vraiment c'est important. On devait être vraiment dans de bonnes conditions pour apprendre, ça serait encore mieux. Oui, que de bosser. Que de bosser, enfin, je veux dire que bosser, c'est pas mal, mais voilà, que le travail en fait occupe quand même une majeure partie de nos études. Donc, et toi-même, la précarité sociale, tu l'as vécue? Ah, bah oui, bien sûr. Ça, je pense, c'est une réalité pour beaucoup d'étudiants, en fait. Non seulement, effectivement... Enfin, par contre, moi, au niveau du contact humain, tout ça, je l'ai ressenti. Comme on l'a dit, c'est un choc culturel parce que, effectivement, même un voisin juste en face de toi, tu le croisais, tu lui dis bonjour, donc c'était fini. Mais sauf que l'étage l'étage auquel je vivais, il y avait, on était, comment dirais-je, on était multiculturels. Donc, on venait de beaucoup de pays. Donc, ce qui faisait qu'à la cuisine, en fait, on faisait la cuisine internationale, en fait, multiculturelle. Et on faisait partager, en fait, notre cuisine à d'autres. Et donc, ça a fait naître quand même un certain... Comment dirais-je ça a facilité un peu le contact. On discutait, même on s'organisait pour aller au cinéma ensemble. On s'est invité à des anniversaires. Ça m'a sauvé. Hein. Ah oui. Ça m'a beaucoup sauvé. Ouais, c'est des petits trucs, hein, exactement. mais importants. Ça m'a beaucoup sauvé parce que même j'ai gardé des amis aujourd'hui que j'ai rencontrés à la résidence universitaire de Villejean. Et d'ailleurs, je passe un bonjour à tous mes anciens colocataires de cet étage-là, Césambre. Donc, bah oui, bien sûr que je l'ai vécu. Donc, mais petit à petit, effectivement, à force de rencontrer des gens, on se sent qu'on revit. Ouais, il y a un sentiment d'appartenance, il y a des gens avec qui tu traînes. Ça nourrit l'âme, c'est important, c'est important. Tout à fait. Mais du coup, précarité financière, l'argent... Ne cours pas là-bas. En vrai, j'aimerais ajouter aussi sur la précarité sociale, tu vois, faire ce trajet-là, ce genre de boulot. Et après, la nuit, tu pouvais pas appeler personne. Tu vois, parce que si tu appelles personne et que tu lui expliques la réalité de ce que tu traverses, il va te dire, bro, t'es à l'étranger. Normalement, c'est censé être bon. T'es censé être riche. Tu vois. Et même, on est d'accord que la plupart... Il faut vraiment trouver la bonne personne pour qui puisse t'écouter déjà et qui puisse te comprendre. Et ça, je trouve que c'est la plus grande... Ouais, c'est vrai, avoir quelqu'un qui t'écoute, qui te comprend. Parce que le truc, c'est qu'en étant en France... déjà, écoute, par exemple, tu vois, moi je discute avec des amis qui sont au Congo, qui me disent « Ah, mais j'ai vu que tu ne nous as pas dit que tu traversais telle chose. » Je dis déjà là-bas sur place, vous traversez des trucs. Et c'est moi encore, je vais vous appeler pour raconter des histoires. Voilà. Je pense qu'Henri quand même évoque une chose très importante, effectivement. Le fait de vivre une telle situation et de ne pas avoir une personne à qui le partager. Et je pense que, effectivement, ça veut dire que tu vis un drame 2 fois, en fait. Et c'est ce qui arrive souvent, en fait. Ça veut dire que tu traverses une période un peu difficile. Et là, certes, tu peux trouver quelqu'un à le dire ici, mais comme tu le dis, je pense que c'est une vision, en fait, que certaines personnes peuvent avoir. Donc, tu téléphones quelqu'un, je sais pas, dans ton pays, et tu lui dis, il va pas te comprendre. Il va dire. Il va penser, non. Et si nous te disions, en fait, ce que nous traversons, donc, donc je pense que c'est important, effectivement, d'avoir quelqu'un à qui se confier dans ce genre de situation. Ça, c'est très important et ça soulage.
Voilà. Et précarité financière. T'allais dire un truc. Bon, moi, avec la précarité, comme je vous ai dit, bon, moi, je bossais pas, j'avais pas de job étudiant, tout ça. Mais il s'est passé un truc important. C'est une anecdote. Soyez prêts, hein, parce que peut-être que vous allez rire, peut-être vous serez triste. Mais au fait, alors, il s'est passé un truc simple. En 2019, à Rennes 2, pour valider mon master, l'obligation, c'est de trouver un stage. Un stage de 6 mois, de 6 à 8 mois, comme ça. Donc, moi, je suis à Rennes à ce moment-là. Et le stage, je le trouve à Paris. C'est une entreprise, une école d'inclusion sociale basée sur, en fait, spécialisée dans tout ce qui est marketing digital, tout ça. Donc, il recherchait un community manager. Oula, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Ah, l'eau, c'est la vie. Donc, voilà, à Paris. Je monte à Paris. Je trouve ce stage-là. Bon, tu sais, quand tu fais un stage, il n'y a pas de salaire. Il y a une gratification. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça a changé, mais en 2019, c'était 560 et quelques. Et d'ailleurs, si le patron... Bon, jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé un très très bon contact avec mon ancien patron. Voilà, il pourra tomber sur cette vidéo. Bon, bref, je trouve le stage à Paris. Je monte à Paris, je vais m'installer et un ami m'installe. En fait, je m'installe chez un de mes amis qui vit dans le 7-8. Vraiment vers Rambouillet, la Verrière, dans le 7-8. C'est vraiment au fond là-bas. Ouais. Et moi, mon stage, c'était en plein Paris. Bref, je devais prendre un métro, un train. C'était long. C'était beaucoup de correspondance, quoi. Ouais. Et donc, maintenant, il fallait savoir un truc, c'est que moi, bien que je bossais à Paris, j'avais conservé mon crous à Rennes. Ouais. Donc, avec les 500 et quelques qu'on me payait, je devais payer le crous. Et à Paris, vu que je suis chez quelqu'un, je dois quand même contribuer à quelque chose et tout. Tu vois. C'est évident, ouais. Donc, il ne me restait plus rien. Bref, je recevais le truc. Déjà, il faut savoir que le premier mois, j'avais pas encore la gratification, donc j'avais rien. Mais vraiment, c'était la précarité incroyable. Mais, ce que je veux dire, l'anecdote, c'est que pendant cette période-là, il y a un de mes amis qui nous invite. Donc, le logement dans lequel on vivait, on était à 4. 4 étudiants fauchés qui n'ont rien, voilà, on est là. Et il y a un de nos gars qui nous invite à un mariage. D'accord. Fête de mariage. Mais non, attends. Donc on quitte le 7-8, le mariage c'était à Étampes là-bas au sud en Île-de-France. On va au mariage. Non mais ce qui se passe, t'es pas prêt. Ce qui se passe, on arrive, on n'a rien au mariage. La mariée n'est pas contente du gâteau de mariage. On est en plein mariage, le gâteau de mariage arrive, la mariée n'est pas contente. Ah ouais, d'accord. La mariée donc dit... ça se voit aller, quoi. Non, elle commence à parler, genre, c'est quoi ce gâteau? Ouais, tout le monde l'entend. Ouais, tout le monde l'entend. Elle n'est pas contente du gâteau. Et vous quatre. Et ce qui se passe, c'est nous, on récupère le gâteau de mariage. Et vous repartez avec ou... On repart avec Ah ouais, d'accord. Dans le RER, on avait le gâteau de mariage. Et donc, ça veut dire que dans la fête, ils n'ont pas mangé de gâteau. Personne n'a aimé. En fait... Vous êtes allé dire à la mariée si vous voulez pas de gâteau. En fait, non, vu que c'est la cousine à notre pote, elle dit, écoute, si t'aimes pas le gâteau, parce qu'elle a commandé un autre gâteau qui est arrivé. Voilà. Donc, nous, on a pris ce gâteau-là. On a pris déjà, c'est elle qui nous a payé le Uber. Donc, on a mis le gâteau dans le Uber d'Étampes heureusement, parce que si vous allez prendre l'erreur... Ouais. Non, on l'a pris à Massy, je sais pas. Et ça n'a pas fondu Oh, c'était bien robuste. Franchement, c'était un gâteau nul. C'était vraiment robuste. Et on est rentré avec à la maison et avec mes potes. Ils vont se reconnaître. Je vais pas citer on était à 4. On vous fait coucou. Et ce gâteau, on l'a mangé pendant une semaine. Une semaine, qu'on paye pas. C'est-à-dire, voilà, le matin, on paye une part, à midi, et le soir, on faisait les œufs. On avait, en fait, notre moyen de survie pendant cette semaine-là, c'était le gâteau de mariage et les œufs. Ouais. C'est tout. Donc, c'est des souvenirs, t'es là, tu dis, mais c'est la galère. Et pendant ce temps-là, moi, je devais aller au stage, je devais aller
Même mon patron, tu vois, le stage s'est arrêté plus tôt que prévu parce que j'arrivais plus, ça se voyait, j'avais pas bonne mine, j'avais pas la tête à aller au travail. Déjà, je faisais 1h30 pour arriver au boulot, j'ai pas mangé. La précarité étudiante. Et surtout quand on enchaîne, comme tu le disais. Enfin, moi aussi, j'ai connu un master. Tu travailles. Exactement. C'est ça. Moi, j'oublierai jamais. Heureusement que j'avais un tuteur vraiment qui était d'une gentillesse. C'est vraiment, en tout cas, très humain. Donc, je quitte chez moi à 5 heures. J'habite à Saint-Laurent. Je quitte chez moi à 5 heures. Je prends le bus. Je vais travailler au centre-ville. Et heureusement qu'à mon boulot, il y avait des douches. Donc, du coup, je prends un bain. Et puis, après, je vais dans les bureaux des gens. Donc, vous imaginez, si j'allais sans prendre un bain, donc ça aurait été une catastrophe. Ouais. Donc, du coup, j'enchaîne jusqu'à 17h. Et je reprends du travail à 17h30 jusqu'à 19h30. Et après, je rentre chez moi. Et j'arrive chez moi vers à peu près 21h comme ça. Et donc, ça veut dire que tu le vis toute la semaine. Ouais. Et bien là, tu peux comprendre les conditions dans lesquelles tu dois étudier. Donc, ça affecte aussi les études, quoi. Ouais. Ça affecte tes notes. Donc, mais moi, je connais beaucoup qui ont arrêté les études. Bon, après, on en parlera quand on va traiter le sujet des droits et devoirs des étudiants étrangers. Mais tu sais, on a le devoir, on a une obligation de réussir nos études, d'être appliqués. Mais quand tu associes avec avoir un travail 20 heures la semaine et tout, dans des conditions... Et la condition là d'argent que tu dois avoir. Ouais, pour justifier. Soit salaire, soit sur ton compte bancaire. Et oh mon Dieu, c'est intenable. Ouais. En vrai, faut croire que on est fort. Hein. Ah oui. Il faut tenir quand même. Ça c'est vrai. Je vous ai dit qu'il y a un événement que j'ai fait avec un psy. C'est un docteur généraliste, mais en fait, genre, il nous disait que normalement, on parlait de nos situations, comment on vit et tout. Elle nous a dit, pardon, si elle va voir ça, elle va se reconnaître. Elle nous a dit, normalement, il n'y a aucun étudiant étranger qui a une santé mentale qui est bonne. C'est juste que on est tous malades en vrai. C'est vrai. Vous avez cette mentalité de vous dire que ok, ça va aller, ça va aller. Oui. Tellement qu'on ne se rend même pas compte que ça va pas. Non, mais la santé mentale des étudiants étrangers laisse tomber. Ouais. Parce qu'au fait, donc, sans parler du mal du pays déjà quand tu arrives, sans parler de l'isolement, et quand tu rajoutes la précarité étudiante, précarité financière, sociale, tu pètes un câble. Hein. Exactement. Et heureusement qu'on crée en nous cet espoir-là de se dire que ça va aller. Ouais. Et puis, tu retrouves aussi d'autres gens qui vivent la même situation. Même si tu voulais péter un câble, t'as pas le temps. Oui. Non, mais c'est vrai. Tu vois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller récupérer du riz dans des assos et tout. Moi, j'ai déjà fait ça. Et tu vois, moi je me rappelle quand j'ai fait ça, quand je suis arrivé au point de me lever, d'aller courir pour aller prendre du riz ici en France. Pendant ces temps, les gens ils se disent lui il a changé depuis qu'il est parti en Europe. Pendant que toi t'es là, t'essayes juste d'abord de gérer ton cerveau. Que ta santé mentale est en jeu. Oui, c'est un truc de distribution alimentaire. Bah oui, moi je me rappelle que les premiers jours je me disais. Ouais, moi aussi je me disais je peux pas aller demander prendre du riz. Ah non. Une semaine, 2 semaines, tu dis Ouais, quand ça te prend. Ouais. Alors du coup pour clore avec notre sujet. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui aspirent à venir étudier en France? Brièvement. Comment dire, venez. Ouais. C'est une très, très, très belle expérience. Ouais. Et aussi, en vrai, je dirais pas qu'il y a de conseils parce que ce qui s'est appliqué sur moi, chez toi, ça peut pas fonctionner. Moi, je dirais seulement, et je sais aussi que je suis pas en capacité de donner des conseils ces temps-ci. Je dirais seulement qu'il faut juste être fort. D'accord. Et il y a un autre aspect que la plupart des étudiants étrangers, surtout des étudiants qui viennent de l'Afrique, qui oublient surtout. Il faut aussi juste essayer de faire ce que tu aimes.
Parce que ça fait partie des trucs qui t'aident à tenir. Et aussi, je dirais aussi, genre, si c'est en rapport avec les études, essayer beaucoup plus de faire ou de proposer des trucs en rapport avec de là où on vient. D'accord. Ouais. Parce que c'est la meilleure façon. Déjà, c'est un sujet que tu maîtrises beaucoup. D'accord. Tu n'as pas besoin de fournir beaucoup plus d'efforts dans ça. Et les autres Là, aussi. c'est par rapport au sujet qu'on vous demande, par exemple, de faire en beaucoup, classe. ouais. Parce que déjà, c'est un truc que tu maîtrises, c'est un truc que tu comprends. C'est un truc aussi que genre, l'inspiration peut venir plus facilement. D'accord. Plutôt que d'aller essayer de faire des trucs sur des sujets que déjà tu comprends pas. Ouais. Tu mettras beaucoup de temps Ouais. à avoir. Moi, je dirais juste ça. Sinon, vraiment, c'est une très belle expérience de venir ici. Ouais. Et toi-même, Aristide, t'aurais un conseil, une astuce, un truc à dire? Alors, des conseils, ouais. Des recommandations aussi, si tu veux. Déjà, c'est que... alors, c'est normal, parce qu'on vient d'une autre réalité. On arrive dans un autre pays, une autre culture, d'autres traditions. Donc, c'est déjà de se dire que aller, moi je dirais d'abord la première chose, aller vers l'autre. Ouais. Certainement, il peut y avoir la barrière de la langue. Il peut y avoir ce sentiment-là de se dire que, voilà, non, on ne me dit pas bonjour, donc je dois arrêter de dire bonjour aux autres. Ben non. Ouais. Va vers l'autre. Tu remarques que tu tomberas sur quelqu'un qui va te parler, qui va s'ouvrir à toi. Enfin, ne restez pas isolé. Ouais, l'ouverture à l'autre, quoi. Exactement. Parle aux autres. Et voilà, échanger. Donc, ça peut aider. Et puis, surtout, s'il y a des associations, vas-y, intègre-toi. Et puis, le mieux que tu peux. Donc, ça peut t'aider aussi. Ça peut t'aider dans ton parcours. Ok. Voilà. Moi, juste un conseil. Si je peux donner un seul conseil à ceux qui aspirent à venir étudier en France, c'est si tu sais que tu veux venir en France, ou si, en tant que parent, vous savez que votre enfant, vous avez un projet de l'envoyer en France, qu'ils apprennent les métiers manuels. Voilà. Tu vois, tous les métiers, quand on était au pays, les métiers, ah non, ça, je peux pas faire. Couturier, non. Cordonnier, non. Soudure, mais non. Coiffure, je sais pas. La cuisine, la restauration. Tous ces petits métiers-là, voilà. Si tu sais que tu veux venir en France, ou si tu sais qu'il y a un projet pour que ton enfant vienne étudier en France, ce sont des métiers qui peuvent l'aider pour avoir un plan B. Parce que quand tu arrives, il n'arrive pas à trouver un travail avec son diplôme, voilà. Il peut, en attendant, mettre en application ce qu'il a déjà commencé à faire au pays. C'est important. Donc, voilà, Aristide, je te laisse la suite. Voilà, je pense qu'on est passé vraiment dans le vif du sujet. On a été un peu... Comment dirais-je, on a traité quand même pas mal d'aspects de ce sujet. Et voilà, donc c'était le carnet de l'étudiant étranger. J'espère que ce voyage à travers la réalité et de la précarité étudiante vous aura apporté des échanges, des éclairages plutôt utiles et inspirants. Un immense merci à Aurel pour nous avoir partagé ton expérience, qui pourra d'ailleurs servir d'exemple à d'autres. Merci à vous. Et tes conseils aussi avisés. Et merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, de vos questions ou même de vos témoignages. Et ouais, restez connectés car le prochain épisode promet de nouvelles thématiques et des échanges tout aussi riches. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous, chaque défi est une opportunité de grandir. Comme la tradition de notre chronique le veut bien, on va finir par un proverbe. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce proverbe chinois. Ok. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Je vous en souhaite bonne réception. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.